décrivent les travaux et les changements de l'académie. Au cours des 20 années au Cordelier, sous l'autorité des présidents et secrétaires généraux successifs, l'Académie a, comme par le passé, tenu le rôle et les objectifs qui, par essence, sont les siens et participent de sa réputation. Jean-Paul II a dit que la valeur d'une institution dépend de la moralité et des fins poursuivies et des moyens utilisés. L'Académie est donc sûrement très vertueuse. L'adaptation au changement du monde et aux nouvelles conditions de vie et d'exercice des chirurgiens s'est poursuivie lentement. L'Académie s'est adaptée à l'évolution sociétale par l'adoption de nouveaux statuts en 1996. En juillet 1997, un décret du ministre de l'Intérieur a attribué à notre compagnie la qualification tant espérée de nationale. Il reste à obtenir un jour la dénomination française associée à celle de nationale. Cela satisferait nos membres à titre étranger qui déjà emploient le mot d'Académie française de chirurgie et faciliterait nos relations internationales. Cette obtention nécessitera discussions et négociations à la charge des dirigeants de demain. Pour répondre au mieux aux exigences administratives, le secrétariat, sous l'autorité du secrétaire général, s'est étoffé au cours du temps. Monsieur Pellerin rappelait tout à l'heure qu'au moment de l'installation au Cordelier, Madame Pouplard était la seule secrétaire. Cette femme d'une parfaite discrétion, d'une grande efficience, servit de modèle et nous donna à chacun des informations très utiles dans la gestion de notre compagnie. Aujourd'hui, nous disposons de 2 collaboratrices dont les qualités de travail, l'efficacité et la disponibilité sont appréciées par tous. Les effectifs de l'Académie en 20 ans ont eux aussi évolué. Le nombre de membres honoraires des titulaires n'a guère varié. Par contre, celui des associés est passé de 93 à 144. Cette progression importante ne se retrouve malheureusement pas dans l'assiduité à nos séances, dont les programmes sont pourtant très attractifs et très variés. Cette désaffection relative est sans doute en partie liée au développement des sociétés de spécialité où il faut être vu et être entendu. Les distances à parcourir, avec le temps que cela représente, le coût des déplacements, les conditions familiales sont aussi des raisons d'expliquer ce manque d'assiduité. La répartition géographique des académiciens est aujourd'hui presque équivalente. 120 exercent en région, 139 à Paris. Si en 1993, les chirurgiens viscéraux étaient très prédominants, il n'en est plus ainsi en 2013. Toutes les spécialités, sans exception, sont représentées, ce qui équilibre les rapports et confirme le caractère transversal de notre compagnie. Cette diversité n'a pas fragilisé, comme certains le redoutaient, ni empêché l'uniformité au sein de notre institution. Clemenceau avait tort lorsqu'un jour à l'Assemblée nationale il a dit « Vous ignorez comme on est fort quand on reste un isolé ». La puissance de notre compagnie, outre son histoire, tient au contraire au rassemblement dans la même organisation de chirurgiens de formation de base commune mais de modalités d'exercice différentes. Ce rôle de fédérateur de toutes les spécialités chirurgicales est un atout fondamental. Il a été développé tout au long de la vie de l'Académie. Gardien de l'histoire de la chirurgie, l'Académie est par nature le lieu de présentation et de discussion des innovations chirurgicales, des nouvelles technologies et de leurs conséquences. Les travaux présentés à notre tribune sont les témoins de la formidable évolution de notre art. Chacun a pu les suivre en assistant aux séances du mercredi
qu'elles soient thématiques, communes avec des sociétés de spécialité ou consacrées à des communications libres. Leur fréquentation autour d'un noyau dur augmente régulièrement. Les absents aux séances ont pu lire les communications dans les publications académiques dénommées successivement depuis 1993, chirurgie, annales de chirurgie, puis mémoire de l'Académie nationale de chirurgie. Le nombre croissant des lecteurs de cette revue électronique confirme le rôle majeur de notre compagnie, dont les travaux, toujours de qualité, intéressent tous les chirurgiens. Pour information, en 2012, il y a eu 4750 téléchargements par jour en moyenne sur une année. La diffusion électronique est en effet parfaitement adaptée aux habitudes des jeunes générations qui préfèrent l'écran au papier. Récemment, les enregistrements vidéo et sonores des séances permettent à ceux qui le souhaitent de voir et d'écouter les intervenants avant de les lire ultérieurement. Reprendre ici et aujourd'hui tous les travaux présentés serait fastidieux pour vous tous et ferait courir un risque d'injustice pour ceux qui ne seraient pas nommés après un choix cornélien déjà fait chaque année par les secrétaires annuels lors de leur présentation du bilan d'activité. On ne peut pas cependant ne pas évoquer la chirurgie mini-invasive, débutant encore en 1993 et régnante aujourd'hui dans tous les domaines. Les transplantations, dont l'Académie a soutenu les dernières et apprécié l'évaluation des plus anciennes. La prise en charge des cancers, que certains oncologues médicaux avaient tendance à s'approprier, alors que la chirurgie reste l'un des piliers de leur thérapeutique. Et pour le rappeler, l'Académie a initié un séminaire de cancérologie chirurgicale qui se déroule annuellement pendant le congrès international de l'IRCAT et de l'association oncologique avec. Voilà une occasion rare de retrouver dans une même salle pour échanger des médecins oncologues et des chirurgiens. La recherche fondamentale applicable à la chirurgie au sein des diplômes d'études approfondies et des prix de l'avenir est un témoignage de l'intérêt porté par notre institution au fondement de l'évolution chirurgicale. La chirurgie ambulatoire, dont le champ d'intervention s'est prodigieusement développé, a justifié la création au sein de l'Académie d'une section particulière. 3 autres sections, interventionnelles, humanitaires et expertales, complètent l'éventail des points d'intérêt de notre compagnie. Ces grands thèmes, dont la liste n'est pas exhaustive, ont fait l'objet de nombreuses présentations et de leurs publications. La rapidité d'évolution de la science, en effet, est un facteur d'oubli qu'il faut éviter par la mémoire. La fidélité à l'histoire éditoriale académique a limité les risques de perdre la moindre pensée exprimée. La communication est devenue une nécessité pour expliquer. Elle ne saurait être un substitut de l'action qu'elle a pour objectif d'éclaircir. Notre compagnie, longtemps discrète, a bien compris que, sans excès, mais avec précision et prudence, elle devait faire connaître ce qui se dit à sa tribune et s'écrit dans ses publications, ainsi que ses avis et recommandations. Comme le disait Oscar Wilde, une chose dont on parle peu ou pas n'a jamais existé. C'est l'expression seule qui donne la réalité aux choses. La création du site académique a permis la mise en place d'une communication moderne car accessible à tous. Ce site s'enrichit régulièrement. Il a permis le développement des mémoires et ouvre notre compagnie vers le monde extérieur. L'informatisation, aujourd'hui quasi généralisée, permet une meilleure et surtout plus rapide communication interne. La transmission électronique des informations fait que chacun les reçoit dans l'instantanéité. Les déplacements à l'étranger, à l'invitation d'organisations chirurgicales analogues à la nôtre, ont permis à des délégations de se rendre en Asie, en Amérique, en Europe, en Afrique. Les séances hors nos murs, mais en France, sont pratiquement annuelles. Les citer tous serait fastidieux. Mais partout, l'accueil fut chaleureux, les exposés et hautes tenues.
Ces déplacements contribuent à l'image de notre institution. De même que les masterclass destinés aux internes et aux chefs de clinique, dont la création récente est un progrès incontestable. Le rôle de magistère moral de l'Académie apparaît nettement dans ses recommandations et avis. Le contrôle des conditions de l'exercice spécifique de la chirurgie a été effectué lorsqu'il le fallait. Au moment de ce que l'on a appelé la crise de la chirurgie, en 2004, l'Académie a approuvé, sous certaines conditions, la réorganisation de la distribution des soins par le regroupement des plateaux techniques à faible activité et à petit nombre de praticiens. Pour améliorer la prise en charge des urgences chirurgicales, qui représentent 60% des venus dans les services d'urgence, a été émis le vœu d'une individualisation sur les sites référents d'un service d'urgence chirurgicale et traumatologique placé sous l'autorité d'un chirurgien. La formation initiale des chirurgiens se doit d'être similaire sur tout le territoire. Les écoles de chirurgie, pour les plus anciennes et les mieux structurées ont été présentées, doivent servir de modèle pour aboutir peut-être un jour à une labellisation académique des formations. Un parcours qualifiant du chirurgien a été établi conjointement avec l'Académie nationale de médecine et proposé aux autorités budgétaires. Les gestes à visée esthétique ont fait l'objet en leur temps, 2003, de recommandations précises portant sur les prothèses mammaires en silicone, la liposuction ou ce que l'on a appelé la médecine esthétique. L'Académie a précisé que la sécurité de tous ces gestes impose un environnement adapté, une formation attestée et qu'ils ne doivent jamais mettre la vie en danger. La responsabilité juridique du chirurgien, de plus en plus souvent mise en cause, a justifié l'organisation par notre compagnie d'une journée à laquelle ont participé magistrats, avocats, assureurs et de nombreux chirurgiens. Le CD-ROM et le document imprimé reprenant les différentes interventions ont été diffusés à tous les chirurgiens français. L'exercice en France des chirurgiens à diplôme étranger hors Union européenne a conduit l'Académie en 2003, à la demande du président du Conseil national de l'ordre, a tenu à préciser que l'autorisation doit impérativement être soumise à un examen d'évaluation des connaissances dans la spécialité chirurgicale, à une appréciation des motivations, des comportements humains, de la maîtrise de la langue française, compatible avec le dialogue nécessaire à la pratique clinique, à la validation des stages cliniques et enfin à l'obtention de la qualification ordinale. La chirurgie thyroïdienne a fait l'objet de deux recommandations, l'une sur les critères de qualification pour sa pratique et l'autre sur les conditions de sa réalisation en ambulatoire. Ces recommandations, avis et vœux prouvent que notre institution a assumé effectivement sa mission. Garant de l'éthique, l'Académie a toujours veillé à ce que la morale soit au centre des réflexions et des actes des chirurgiens. La philosophie humaniste, qui place l'homme au centre de ses préoccupations, doit être le fondement de la pensée chirurgicale. Plusieurs personnalités, dont des académiciens, sont venus à notre tribune pour le rappeler. Les connaissances nouvelles créent de nouvelles situations, mais toujours, l'exigence de notre discipline doit associer rigueur intellectuelle dans l'indication opératoire, rigueur du geste technique et évaluation stricte des résultats par application de la bonne foi et de l'honnêteté afin de ne pas négliger l'étude précise des risques. Cela impose exigence et cohérence afin de transformer, selon la formule d'André-Malraux, l'expérience en conscience. La morale est un arbitrage entre le nécessaire et le facultatif, le bien et le mal, le souhaitable et le non souhaitable. Il relève aussi de l'éthique de veiller au respect des traditions, qui ne doivent en aucune façon être sacrifiées sur l'autel du modernisme. L'Académie, au cours des ans, s'est assurée que la tradition restait, selon la formule de Flaubert, tout ce que l'on sait ou pratique de génération en génération à l'aide de la parole et de l'exemple. Si, selon Guillaume Apollinaire, les souvenirs sont corps de chasse dont meurt le bruit parmi le vent,
la fidélité à la tradition qui n'interdit pas le progrès est une vertu de mémoire. Les 20 dernières années vécues au Cordeliers sont un temps long d'évolution et d'adaptation aux changements de la société. L'institution académique y fut le baromètre de l'ambiance chirurgicale et le lieu de maturation des projets. Elle a valorisé ses fonctions consultatives par des avis mesurés et consensuels. Elle a continué d'assurer ses missions en veillant à la destinée de la chirurgie et à l'avenir des chirurgiens. Elle l'a fait dans la continuité, le respect des traditions et la fidélité mémorielle. Ces mémoires, par leur publication, sont un présent dans le passé, Saint-Augustin, qui évite de l'ombre à ses travaux. Elle témoigne de la richesse d'un passé glorieux qui laisse présager d'un futur brillant.